Europe 1. Le journal de 8h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Il existe donc des endroits en France où diffuser le film Barbie, blockbuster américain sorti en 2023, n'est plus possible. Face aux menaces de plusieurs habitants, une projection prévue vendredi dernier à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis a dû être annulée. Les contestataires dénonçaient une prétendue apologie de l'homosexualité et une atteinte à l'intégrité de la femme. Pour Europe 1, Laura Legault s'est rendue dans le quartier du Londeau où l'événement devait avoir lieu. C'était une séance de cinéma prévue pour les enfants du quartier, avec à l'affiche Barbie. Le film met en scène la poupée rose mondialement connue. Jocelyne, 69 ans, l'a vue à sa sortie au cinéma en 2023 et elle reste incrédule face aux pressions des jeunes du quartier pour empêcher sa diffusion. Le film Barbie, ça m'évoque la poupée. Pour moi, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Un peu plus loin, Anne, 60 ans, est du même avis, d'autant que le film avait été choisi par les habitants eux-mêmes pour être diffusé cet été. Puis sidéré par autant de bêtises, d'intolérance. Si c'était en plein air, c'est que les familles devaient pouvoir aller le voir et je trouve dommage de les priver. Un petit groupe, encore une fois, décide pour la majorité et je trouve ça inadmissible. La retraitée ne comprend pas pourquoi la mairie cède aux pression d'une minorité. J'ai l'impression que la municipalité est de plus en plus frileuse. Je pense qu'un peu de fermeté n'aurait pas fait de mal. De son côté, le maire Olivier Sarabérousse l'affirme. Je n'ai pas cédé au fondamentalisme, j'ai cédé à une pression, mais pour la sécurité à la fois des agents et des familles. L'élu porte plainte aujourd'hui pour menaces contre les agents municipaux et la ministre de la Culture, Rachida Dati, a également annoncé une plainte pour entrave à l'exercice de la liberté de diffusion de la création artistique. Le reportage européen de Laura Legault dans le quartier du Londeau à Noisy-le-Sec. Une nuit orange mécanique à Clermont-Ferrand. Des violences en série dans la ville auvergnate et son agglomération, là encore probablement sur fond de narcotrafic. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Maël, bonjour à tous. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi. Oui, en quelques heures, les policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée ont été saisis de 4 affaires distinctes. Peu après minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, 2 maisons voisines situées dans une cité tranquille du sud de Clermont-Ferrand sont la cible d'un incendie volontaire. Non loin de là, un autre pavillon est la proie des flammes. Ses occupants, une mère et ses enfants, sont sauvés in extremis. Le père était absent. Il était peut-être directement visé. Ce type d'acte, indique le procureur de la République, ressemble à une nouvelle forme d'intimidation liée au milieu des stupéfiants. Mais ce sont les enquêtes qui permettront d'établir d'éventuels liens. S'il faut être prudent, l'enchaînement des faits est lui inquiétant. En même temps que des pavillons étaient en feu, 2 individus ont essuyé des tirs dans la ville et ont été blessés. Un corps calciné découvert dans un véhicule en flammes. Le cadavre est en cours d'identification. Depuis le début de l'année, sur fond de guerre entre trafiquants de drogue, 5 personnes ont été tuées et une grièvement blessée dans l'agglomération de Clermont-Ferrand. Frédéric Michel. Les catholiques du monde entier s'apprêtent à célébrer l'Assomption. Des festivités partout en France et du monde dans les églises. Un 15 août sous haute surveillance en raison d'une hausse des actes antichrétiens, plus 13% en un an, et sous une menace terroriste toujours très présente. Jean-Baptiste Marty, il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, appelait à renforcer la protection des lieux de culte. Comment cela va se traduire ? Les consignes pour les forces de l'ordre sont claires. Assurer une sécurité maximale en ce week-end religieux. Reda Bellage, policier, porte-parole du syndicat Unité. On a pour instruction de prendre attache avant l'office auprès du responsable du lieu de culte pour justement lui dire qu'on est là, puis coordonner, savoir qu'est-ce qui est mis en place, parce que des fois vous avez des lieux de culte qui utilisent entre guillemets une sécurité propre. Nous on vient en complément mais sur la voie publique. Devant chaque église, les mêmes instructions. Des contrôles d'identité, des contrôles de véhicules et puis des contrôles de bagages. Il faut qu'on soit aussi en permanence visible par les personnes qui vont sur ces lieux de culte. Il faut qu'on soit présent à l'arrivée des personnes. Il faut qu'on soit présent aussi à leur départ. Les caméras de vidéoprotection vont aussi être très sollicitées, surtout dans ce contexte de tension géopolitique, avec la mouvance pro-palestinienne surveillée de très près. Fin juillet, une messe tenue dans l'église de la Madeleine à Paris avait été perturbée par des militants pro-palestiniens. Les églises qui font aussi l'objet d'une explosion des actes de vandalisme, une hausse de 13% cette année par rapport à l'année dernière. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Les 2 complices présumés de Mohamed Amra, extradés depuis le
le Maroc sont mis en examen et placés en détention provisoire depuis hier soir pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. Les deux hommes âgés de 28 et 38 ans sont accusés d'avoir aidé l'ex-ennemi public numéro 1 à prendre la fuite lors de l'attaque de son fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville le 14 mai 2024. Deux gardiens de prison avaient perdu la vie dans cette opération. Le gigantesque incendie qui a parcouru près de 17 000 hectares dans l'Aude la semaine dernière pourrait avoir une cause criminelle. C'est ce qu'indiquait hier le procureur de la République de Montpellier. Aucun suspect n'est identifié pour le moment. Des investigations complémentaires sont nécessaires pour confirmer cette première piste. Le risque de feu de forêt toujours très élevé aujourd'hui dans l'Aude à cause de la chaleur. Et elle persiste, cette chaleur, un peu partout en France. S'il n'y a plus d'alerte rouge, 75 départements restent en vigilance orange. Jusqu'à 40 degrés attendus dans le sud-ouest. C'est le 7e jour de cette deuxième vague de chaleur de l'été. Et tout cela n'est pas sans conséquence pour l'économie, Aurélien Fleureau. Oui, puisqu'une journée avec des températures supérieures à 32 degrés a le même impact qu'une demi-journée de grève selon une étude d'Allianz Trade qui a calculé que cette année, entre le 1er mai et le 14 juillet, les journées de forte chaleur ont coûté à la France 0,3 points de PIB, soit tout de même l'équivalent de la prévision de croissance faite par la Banque de France pour le 3e trimestre 2025. Depuis quelques jours, des centrales nucléaires ont dû être en partie arrêtées. Les terrasses des restaurants sont moins fréquentées. Dans le bâtiment, les chantiers avancent moins vite puisqu'il faut décaler ou reporter les heures de travail. Et les pertes sont conséquentes, comme le détaille Anna Boata, directrice de la recherche économique chez Allianz Trade. Quand la température elle est au-dessus de 32 degrés, les gens ont tendance à pas pouvoir faire du travail physique. Donc on est sur une perte de 40%. Évidemment, si les températures sont à 37-38, comme en ce moment, on parle d'une perte de 2/3 de la productivité. Enfin, les restrictions d'activité imposées dans les départements en vigilance rouge feraient perdre en moyenne 43 € par personne et par jour à l'économie nationale. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Jusqu'à 90% des pharmacies fermées dans certains départements samedi, selon les syndicats. Un mouvement de grève lancé dans les officines pourrait être très suivi. À l'origine de la mobilisation, la réduction progressive des remises commerciales accordées par les laboratoires sur les médicaments génériques. Une mesure portée par le gouvernement pour réduire les dépenses de santé. Les consultations entre Européens et Donald Trump sont insignifiantes. Réaction de la Russie après une réunion à distance hier entre plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et le président américain pour préparer le sommet Trump-Poutine prévu demain en Alaska. Sur le vieux continent, la possibilité d'une signature d'un cessez-le-feu en Ukraine négocié entre les États-Unis et la Russie au détriment de Kiev inquiète fortement. Mais Donald Trump semble avoir donné des garanties aux Européens. C'est en tout cas ce qu'affirmait hier Emmanuel Macron. Plusieurs messages sont ressortis de l'échange que nous venons d'avoir et qui sont à mes yeux très importants. Le premier, c'est que le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion en effet de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique et nous soutenons cette initiative en même temps que de nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Le deuxième élément sur lequel les choses ont été très claires et exprimées ainsi par le président Trump, c'est que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Emmanuel Macron, hier, depuis la résidence de vacances du président de la République, le fort de Brégançon. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à Londres aujourd'hui pour rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer. Donald Trump devrait quant à lui s'exprimer depuis la Maison-Blanche aujourd'hui avant de s'envoler pour l'Alaska. En football, on a bien cru les voir flancher et pourtant les joueurs du PSG se sont une nouvelle fois montrés indestructibles hier soir. Victoire du PSG au tir au but en Supercoupe d'Europe face aux Anglais de Tottenham après un match à rebondissement. Thomas Guignol, les Parisiens était en effet mené 2-0 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Oui, le PSG est revenu de loin, dominé quasiment tout le match et mené à partir de la 39e minute avec l'ouverture du score de Van de Ven. Les joueurs d'un Tottenham conquérant, plus frais et meilleur techniquement, ont même fait le break au retour des vestiaires. Et ce n'était pas suffisant pour vaincre ce PSG qui a su trouver les ressources et renverser la table en toute fin de match grâce à ses remplaçants, avec Lee Kang-in d'abord pour redonner espoir à la 85e, puis c'est Gonzalo Ramos qui envoie les Parisiens au tir au but dans le temps additionnel. Une séance de pénalty elle aussi renversante puisque Paris était mené dès le début après l'échec du premier tireur Vitinha. Ils ont alors pu compter sur leur nouveau gardien Lucas Chevalier, auteur d'un arrêt qui s'est racheté de son erreur sur le deuxième but anglais. Après le tir raté d'un joueur de Tottenham, il ne restait plus qu'à finir le travail grâce à Nuno Mendes qui n'a pas tremblé.
Voilà désormais le PSG vainqueur de la Supercoupe d'Europe, la première de son histoire, mais aussi la première d'un club français. La saison ne pouvait pas mieux démarrer pour les champions d'Europe en titre. Thomas Guignot. Merci Maël Hassani. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 8h11. La météo des plages, Marion Gagnon.